Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Pierre-Yves Le Naourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG. Ravi de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs, après la pause estivale pour une nouvelle saison de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG qui décrypte les enjeux et les bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. À une époque où les entreprises sont exposées à une instabilité permanente, tensions commerciales, crise géopolitique et politique, rupture technologique, nouvelles réglementations, une question clé se pose: comment les dirigeants et leurs conseils d'administration peuvent-ils garder le cap, exercer pleinement leur rôle de supervision et continuer à créer de la valeur dans un environnement aussi incertain? C'est pour explorer ces enjeux et identifier les bonnes pratiques des conseils et administrateurs que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Ruelland. Bonjour Caroline Ruelland, bienvenue au micro de Défi Gouvernance. Bonjour Pierre-Yves, merci de me recevoir ce matin, je suis ravie d'être présente. Membre du conseil de surveillance d'Ardian, vous occupez ou avez occupé la fonction d'administratrice indépendante au sein de sociétés cotées et non cotées, présidente également du Cercle des administrateurs et membre de la commission consultative épargnant de l'AMF, vous accompagnez des dirigeants et des conseils en matière de stratégie de gouvernance et de relations actionnariales. Votre présentation étant faite, Caroline Ruelland, passons à la première question. Après une longue période de stabilité, la pandémie de Covid a ouvert une séquence de crises pour les entreprises qui sont depuis lors confrontées à une instabilité quasi permanente. Que signifie ces temps incertains pour les entreprises, notamment en termes de stratégie ? Question majeure qui ouvre de façon très pertinente notre échange ce matin. Si vous le voulez bien, je vais citer un patron d'une très grande entreprise française qui s'exprimait pas plus tard qu'hier, dans le contexte des événements sociaux que connaît notre pays actuellement. Je le cite: « La situation actuelle en France, comme dans le monde, est complexe, incertaine et imprévisible. » Et ce sont, je pense, exactement les termes qui caractérisent l'environnement dans lequel nos entreprises se déploient désormais, et non pas depuis hier, mais depuis plusieurs années, celui de la complexité, de l'incertitude et de l'imprévisibilité. Et en effet, les entreprises et leur gouvernance subissent depuis quelques années, je dirais, un double changement de paradigme qui est extrêmement puissant. D'une part, elles sont passées du monde des crises à celui de l'incertitude, à celui de la complexité et de l'imprévisibilité. Or, force est de reconnaître que les entreprises n'ont pas été imaginées ni structurées, notamment leur gouvernance, pour encaisser de telles ondes de choc. D'autre part, nos entreprises sont entrées de façon insidieuse depuis quelques mois d'une économie de paix à une économie de guerre. Or, en économie de guerre, les référentiels s'inversent puissamment. En premier lieu, d'abord, la confiance fait place à la méfiance et on sait combien l'économie et les entreprises sont sensibles au facteur confiance. Par ailleurs, le rapport de force cède à la relation de dépendance. Le risque cyber passe de la sphère publique à la sphère privée, notamment celle des entreprises. Le géopolitique s'invite dans l'économie et dans les entreprises. La notion de souveraineté se loge désormais dans tous les espaces économiques et au premier chef dans les entreprises. Enfin, il existe désormais une énorme prime à la sûreté. Qu'est-ce que cela signifie en termes de stratégie ? Je dirais 2 points. D'abord, la temporalité. La stratégie s'inscrit désormais dans un temps bien plus resserré. La cartographie des risques, notamment, doit être mise à jour très régulièrement et les instances de gouvernance doivent faire preuve de fluidité, de capacité, d'adaptation pour être en mesure d'absorber au mieux et au plus vite ces mutations profondes permanentes. Deuxième influence ou conséquence sur la stratégie, construite, je le rappelle, par le conseil d'administration, c'est que cette stratégie doit nécessairement prendre en compte de nouvelles considérations. Notamment, l'intégration de la dimension géopolitique permet aux décideurs économiques de s'adapter et d'agiter, je dirais, des sujets qui, il y a encore quelques mois, n'avaient aucune pertinence. On constate aussi que la gouvernance doit absorber les sujets géopolitiques et se pencher sur la question tout à fait fondamentale de la préservation des chaînes de valeur qui sont un maillon totalement essentiel en économie de guerre. Et donc, pour résumer finalement cette évolution dont on perçoit toute la profondeur du point de vue des administrateurs, l'ESG, qui était historiquement l'environnement, le social, le sociétal et la gouvernance, trouve désormais une nouvelle manifestation, une nouvelle application avec les notions d'énergie, de sécurité et de guerre.
Je reprends ma première question. Que signifie ces temps incertains pour les entreprises, mais cette fois-ci en termes de gouvernance, Caroline Ruelland? Alors évidemment, tout ce que je viens de décrire, qui est un peu je dirais, le contexte macroéconomique, macropolitique, macro-géopolitique, qui a vocation à entrer en collision avec les entreprises, ce nouveau contexte va se répercuter, va avoir une influence très profonde sur la gouvernance. Cela signifie d'abord que le temps lent s'accélère puissamment. Cela signifie que la faculté d'adaptation et d'anticipation des conseils d'administration devient finalement une obsession. C'est absolument fondamental. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue pratique, concret? D'une part, on constate une intensification du travail des conseils d'administration. Il est intéressant d'ailleurs d'observer que la fréquence des réunions de conseil augmente substantiellement et que souvent aussi on observe un allongement de la durée des réunions. C'est la conséquence directe que j'ai pu énoncer tout à l'heure de la complexité, de l'incertitude et de l'imprévisibilité auxquelles les gouvernances d'entreprise sont confrontées. Par ailleurs, les entreprises doivent également faire fonctionner à plein leurs instances de gouvernance, que sont en particulier le conseil d'administration, mais également le COMEX. Et elles doivent veiller, plus que jamais, à chasser autant que possible toutes les vulnérabilités qui seraient de nature à les fragiliser et surtout à gripper les processus de décision à un moment où on attend de l'entreprise une très grande agilité. Tout cela pour dire que la gouvernance, finalement, doit s'adapter. C'est peut-être d'ailleurs le propre de la gouvernance que de s'adapter en intégrant cette notion d'anticipation qui est encore plus essentielle, d'agilité et de capacité à se saisir des sujets les plus complexes en permettant de les intégrer dans la stratégie déterminée par le conseil d'administration. Donc c'est un véritable challenge pour la gouvernance et les administrateurs de s'adapter à ce Absolument. nouveau contexte. Absolument. Alors, sur la base de vos échanges réguliers avec des dirigeants et des organes de gouvernance, quelles sont aujourd'hui les principales vulnérabilités des entreprises selon vous? Alors, remarque liminaire, je trouve que nos entreprises ont une faculté d'adaptation assez remarquable et qu'elles encaissent plutôt bien les ondes de choc. Une fois que j'ai partagé cette conviction, il faut quand même admettre et reconnaître que nos entreprises souffrent de nombreuses vulnérabilités. Et j'en décrirai deux qui me paraissent assez intéressantes et qui illustrent mes propos. La première, c'est que nos dirigeants, nos entreprises n'ont pas toujours bien compris dans quelle proportion, dans quelle mesure nous sommes passés dans un univers d'hyper-transparence et de redevabilité accrue. Ce qui signifie pour les entreprises et leurs dirigeants qu'elles doivent désormais s'inscrire dans une relation de partage, une relation d'engagement, d'échange et notamment avec leurs actionnaires. Car, et il faut vraiment le rappeler, le plus grand actif d'une entreprise demeure ses actionnaires et les entreprises qui ne peuvent se prévaloir d'un actionnaire de référence, notamment les entreprises cotées, en font régulièrement la douloureuse expérience. Deuxième vulnérabilité que l'on constate, qui est la réaction ou l'accueil par les entreprises, leurs dirigeants, à cette montée du phénomène activiste que l'on constate depuis à peu près, on dira, entre 8 et 10 ans. D'abord, il faut comprendre le phénomène activiste avant de le nommer. Le phénomène activiste, finalement, il se place à la croisée de l'hypertransparence et de la redevabilité. Et il démontre à quel point les actionnaires, finalement, ne se contentent plus d'un traitement purement capitalistique de leur participation. En d'autres termes, ils considèrent, quel que soit, je dirais, leur investissement financier, qu'il soit de 3%, de 0,01%, ils considèrent qu'ils sont légitimes à exercer une influence sur la stratégie, sur le futur de l'entreprise, dès l'instant qu'ils considèrent que leurs intérêts propres le commandent. Et ainsi, c'est intéressant de constater que encore de nombreuses entreprises et de dirigeants ne comprennent pas que ce changement de paradigme n'est pas un phénomène passager. Le phénomène activiste n'est pas une exception activiste, c'est un nouveau modus operandi qui est de plus en plus partagé et non plus par les seuls activistes. Et je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer mes propos, qui remonte un petit peu, mais précisément il remonte et que c'est intéressant parce que ça permet de cranter dans le temps l'émergence de cette montée activiste. C'est le dossier Telecom Italia, rappelez-vous, dans les années 2017-2018, et de façon totalement inattendue, improbable à l'époque, il y avait
avait une alliance entre le fonds, le hedge fund Elliott, qui est un fonds activiste connu pour ne pas être le plus doux, on va dire, qui avait trouvé dans la Caisse des dépôts italienne, la Cassa di Depositi Prestiti Italiana, un support très solide, puisqu'ils avaient compris une alliance visant à obtenir des sièges au sein du conseil d'administration de Telecom Italia. Donc on voit bien finalement que les investisseurs, futiles institutionnels, peuvent à un certain moment se comporter de façon très agnostique lorsqu'ils considèrent qu'il y a un alignement d'intérêts entre une posture, une campagne activiste et leurs propres intérêts. Donc c'est une illustration très forte qui démontre qu'en réalité, et là, je crois que c'est une évolution qui me paraît irréversible et que les dirigeants d'entreprise doivent vraiment bien comprendre et s'approprier, c'est que tout investisseur, tout actionnaire, fût-il un investisseur institutionnel, peut se comporter à un certain moment comme un actionnaire activiste, sans compter l'activisme non actionnarial en provenance des différentes parties prenantes, qui là encore est une autre dimension et encore plus complexe, me semble-t-il. Au regard de ces vulnérabilités, quelles bonnes pratiques les conseils doivent-ils prendre en considération et quels écueils éviter pour exercer de manière éclairée leur supervision? Je pense que ces évolutions que je viens de décrire ont des conséquences immédiates et très visibles sur le fonctionnement des conseils d'administration. D'abord, une réalité très tangible. Les conseils d'administration sont passés de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que très très longtemps, c'était un espace clos, c'était un espace préservé, c'était un espace d'exercice du pouvoir qui n'avait pas vocation à beaucoup communiquer et qui donc, d'une certaine manière, était préservé. Et en passant de l'ombre à la lumière, ils subissent désormais une pression croissante de la part des investisseurs, notamment activistes, mais pas que. Ce qui signifie concrètement que quelque part, cet environnement qui a évolué, qui est beaucoup plus, qui s'inscrit dans une relation de redevabilité, qui attend que le conseil d'administration rende des comptes, notamment. Cela signifie que, du point de vue des conseils, ces organes de gouvernance doivent fonctionner à plein, être en mesure de démontrer qu'ils font leurs meilleurs efforts, qu'ils sont capables d'attraire les compétences, que le collectif fonctionne bien. Il ne faut jamais oublier qu'un administrateur n'a pas de compétences de façon individuelle. Il s'inscrit, il s'installe dans un organe collégial et c'est cet organe collégial qui lui donne toute sa puissance, toute sa raison d'être. Et donc, l'organe qu'est le conseil d'administration, c'est un organe qui doit fonctionner de façon fluide et c'est le moment d'ailleurs d'insister sur l'importance majeure du président. On aura l'occasion d'y revenir, car c'est lui qui va veiller à ce que ce conseil fonctionne pleinement et s'assurer que la collégialité est réelle et elle est efficace. Et donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour l'administrateur ? Concrètement, cela signifie que du point de vue de l'administrateur, en tant qu'individu, il faut qu'il puisse démontrer qu'il est à tout moment capable de prouver son engagement, les raisons de son choix stratégique, la qualité du fonctionnement de son conseil, alors même que, et c'est important et essentiel de le rappeler, que le conseil d'administration est toujours protégé par une obligation d'ailleurs de confidentialité extrêmement importante. Et donc, le conseil d'administration va être un outil fondamental et de bonne gouvernance, naturellement, et c'est peut-être aussi l'occasion de signaler l'importance majeure de l'évaluation du conseil, qui est un moment clé dans la vie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que cette évaluation du conseil, dont on sait qu'elle doit être en principe annuelle et qu'elle fait l'objet d'une évaluation externe par le recours d'un cabinet extérieur indépendant tous les 3 ans, ce sont les recommandations des codes de place. Cette évaluation de conseil, elle était fondamentale parce que précisément, c'est cette moment, une opportunité unique qui va permettre, de détecter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc d'identifier les fragilités, les vulnérabilités de la gouvernance, pour répondre à votre question, et d'identifier les espaces d'amélioration en vue de rendre la gouvernance encore plus performante et plus efficace, et donc, quelque part, de conforter les administrateurs dans leur rôle et de leur permettre d'avoir une certaine assise dans un environnement qui présente un plus grand défi pour eux. Quelles incidences ces évolutions ont-elles sur le fonctionnement des instances de gouvernance et des équipes dirigeantes ? Y a-t-il une relation à réinventer ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de relation à réinventer. J'ai la conviction profonde que la construction de notre droit des sociétés, qui repose sur une subtile articulation de règles de droit ferme et d'une souplesse voulue par le législateur, permet
au droit des sociétés de s'adapter, et notamment à la gouvernance. La gouvernance, c'est quand même avant tout une articulation de règles de droit. Ce qui est en revanche certainement à développer et à travailler et à poursuivre, car les parcours effectués déjà remarquables, c'est la qualité des échanges entre les différentes instances de gouvernance. Car en réalité, quand vous observez un petit peu la construction et l'organisation de l'exercice du pouvoir dans l'entreprise, ce pouvoir, il se situe dans la rencontre entre deux instances fondamentales. D'une part, le conseil d'administration, qui est une instance intermittente, il faut le rappeler, et dont la fonction première majeure est de nommer la direction générale et de déterminer la stratégie, d'une part. Et puis, autre instance, le management, qui, elle, est une instance permanente, dont le rôle principal est de mettre en œuvre la stratégie définie par le conseil d'administration. Et c'est cette rencontre qui est un espace fondamental. Et si cet espace fonctionne de manière collaborative, de manière fluide, on peut dire d'abord que la gouvernance est efficace, elle fonctionne bien, et on est en droit d'espérer que les décisions pertinentes, je ne sais pas si on peut parler de bonnes décisions dans l'entreprise, mais les décisions pertinentes à un moment T seront prises, et qu'il y aura une faculté très forte de la gouvernance à s'adapter, à anticiper, comme j'ai pu le dire. Et notamment sur un sujet qui est fondamental, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui est la question du partage de l'information, puisque vous savez qu'une décision, c'est le fruit d'un flux d'informations qui a été communiqué au conseil d'administration, information qui a été traitée. Et là, cette question cruciale de l'information qui est communiquée par le management au conseil d'administration, c'est véritablement le nerf, je dirais, de la bonne gouvernance. Donc, on voit bien que, pour répondre à votre question, c'est cet espace de rencontre qui est fondamental. Et c'est là que l'on peut constater si la gouvernance fonctionne bien ou ne fonctionne pas, avec, et j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le rappelle, le rôle tout à fait majeur du président du conseil d'administration, qui est véritablement une courroie de transmission entre ces deux espaces de gouvernance. Si le conseil a dû ou doit encore évoluer dans ses pratiques, qu'en est-il de la posture et des qualités attendues des administratrices et des administrateurs ? C'est une question tout à fait majeure et je pense que pour pouvoir bien y répondre, il faut peut-être prendre le temps de comprendre l'environnement dans lequel l'entreprise se déploie depuis ces quelques années. Depuis l'origine, on va dire, depuis l'origine du capitalisme, et pendant très longtemps, finalement, l'entreprise avait comme mission de créer de la valeur financière et de la partager. Et donc, elle se déployait dans un environnement relativement clos et agissait à côté de la cité. Et puis, ces dernières années, et la loi Pacte a été un petit peu le moment, je dirais, un moment de cristallisation de cette évolution. L'entreprise est désormais au cœur de la cité. C'est-à-dire qu'on attend non seulement qu'elle crée de la valeur financière, mais également de la valeur extra-financière, qu'elle soit en mesure de tenir compte de ces différentes parties prenantes, et par conséquent, qu'elle contribue finalement à façonner le monde de demain. Et ce sont les termes propres, d'ailleurs, de la loi Pacte, puisqu'elle énonce, cette loi, que l'entreprise doit contribuer à un monde plus juste, notamment. Donc, on voit que la feuille de route a considérablement évolué. Et du point de vue des administrateurs et des administratrices, qu'est-ce que cela signifie ? D'abord, cela signifie que d'un point de vue de compétences, évidemment, le champ est ouvert. Mais là, on parle des compétences dures, des hard skills. Je ne suis pas forcément très adepte de l'addition des expertises autour d'un conseil d'administration, parce que c'est une démarche souvent un petit peu de conformité. Et ce n'est pas parce que vous avez toutes les expertises autour d'une table de conseil que pour autant le conseil va produire de la bonne décision. Je suis très sensible aux compétences cognitives, notamment le courage. Je pense que l'une des premières qualités de l'administrateur, de l'administratrice, c'est celle de courage, car dans des temps compliqués, prendre des décisions difficiles, c'est du courage. Donc, cette notion-là est tout à fait fondamentale. Et puis, là aussi, la façon dont l'administrateur va se saisir de son mandat est un moment clé dans la vie de l'entreprise. Donc, je le vois, c'est mon quotidien. J'accompagne beaucoup d'administrateurs, j'évalue beaucoup de conseils d'administration et je vois à quel point ce moment-là de l'onboarding est un moment très crucial, parce que vous prenez finalement un train en marche, que vous devez vous inscrire dans un historique et puis vous devez très vite trouver votre place en tant que nouvel administrateur, votre légitimité aussi. Et il est évident que dans un environnement
moment où l'entreprise est au cœur de la cité, cette appropriation de votre rôle est d'autant plus complexe parce qu'elle fait appel à de nombreuses compétences et pas que des compétences, encore une fois, normatives. Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est la faculté à s'inscrire dans un collégial, à exister sans trop exister, à apporter sa contribution, à avoir cette bienveillance permanente, à avoir cet intérêt de l'entreprise chevillé au corps en continu. Donc, on voit que toutes ces qualités sont très importantes. Les femmes, souvent, ont beaucoup de courage. J'ai constaté que dans les conseils, elles disent les choses avec une certaine liberté, avec une grande indépendance. Et puis peut-être on en terminera sur la notion d'indépendance, parce qu'on parle beaucoup des administrateurs indépendants comme une forme de gage de bon fonctionnement de la gouvernance. Là aussi, il faut bien prendre garde à ne pas embarquer une conception très conforme, de conformité de la gouvernance. L'indépendance est avant tout l'indépendance d'esprit. C'est l'indépendance qu'a l'administrateur, l'administratrice de dire ce qu'il pense de façon sincère. Et cette indépendance, elle va aussi se manifester au moment de l'exercice crucial de l'évaluation de conseil, la faculté de dire ce qui va et ce qui ne fonctionne pas, de partager, de restituer, de manière à améliorer le fonctionnement de la gouvernance, encore une fois, dans le meilleur intérêt de l'entreprise. En préparant cette émission, Caroline Ruelland, vous nous aviez évoqué la notion d'administrateur comme étant un ange gardien. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce sujet ? Ce terme me tient très à cœur parce que c'est une façon un petit peu imagée de décrire le rôle élargi de l'administrateur. En d'autres termes, l'idée sous-jacente, c'est de bien avoir à l'esprit que le rôle de l'administrateur, alors même qu'il n'a de pouvoir qu'autant qu'il fait partie d'un organe collégial, le conseil, que le rôle de l'administrateur ne peut pas se réduire à la préparation de son dossier de conseil et à la présence et à la participation au débat dans le conseil. Et Dieu sait que, évidemment, cette partie-là est tout à fait fondamentale. Je dirais que c'est un moment clé, c'est un moment de rencontre et c'est le paroxysme de la vie du rôle de l'administrateur. Mais pour autant, son rôle va bien au-delà. D'abord, pour une raison très simple, c'est que l'administrateur, les administrateurs, et je le constate notamment dans ceux que j'accompagne, tentent à considérer finalement que l'information qui leur sont communiquées, les dossiers, que cette information est à la fois complète et impartiale. Et là, c'est une erreur de méthode, je dirais, préalable, c'est que l'information structurellement est incomplète et partiale. Il n'y a aucune malignité, naturellement, notamment de la part du management, mais il faut bien avoir à l'esprit que le management est l'organe permanent, c'est le destinataire permanent d'un nombre d'informations innombrables, d'une très grande information, et que son premier rôle, c'est de traiter cette information et de la transmettre au conseil d'administration de façon à ce que le conseil d'administration puisse exercer ses missions. Donc la rendre digeste. La rendre digeste et puis faire des arbitrages sur ce que l'on va transmettre, partager, ne pas partager. Or, ces arbitrages sont des biais, nécessairement. Donc, il y a déjà d'entrée de jeu une partialité. Et puis, il y a une information qui est forcément parcellaire parce qu'il n'est pas imaginable de communiquer à l'administrateur toute l'information. Ce ne serait pas réaliste en termes de charge de travail et de champ à traiter. Donc, l'information de l'administrateur, elle est par définition partiale et incomplète. Pour lui, sa première mission, c'est de remédier à cette asymétrie d'information. Comment le faire ? C'est finalement être ce fameux ange gardien, j'en appelle à mon expression favorite, c'est-à-dire s'assurer que être en vigilance permanente, c'est-à-dire en dehors du conseil, suivre l'actualité, être vigilant sur tous les sujets qui sont au cœur des opérations de l'entreprise, être en permanence vigilant sur ce que font les concurrents, sur les sujets géopolitiques, si ceux-ci ont vocation à entrer en collision avec l'entreprise parce qu'elle a au cœur de son activité des enjeux souverains, par exemple. Et ça ne se passe pas uniquement en board. Donc, c'est une formation en réalité. On a un terme qu'on n'a pas évoqué et qui me tient à cœur. C'est pas une formation au sens d'apprendre des règles strictes, c'est une formation continue. C'est un entraînement permanent, c'est une vigilance de tous les instants qui se joue pas uniquement en conseil, mais qui se joue à côté. Et l'administrateur, son premier rôle finalement, c'est d'être cet ange gardien qui a toujours à l'esprit l'entreprise et qui va en permanence se soucier de la protéger, de la préserver et de réfléchir avec discernement la manière dont il peut l'accompagner au mieux. L'environnement très changeant complexifie le travail du conseil et des administrateurs. Quel regard portez-vous, Caroline Ruelland, sur leurs responsabilités et leur possible mise en cause ? Alors d'abord, cette question est une question profonde, au sens de profondeur, parce qu'elle active d'autres sujets, notamment
celui de la rémunération des administrateurs, puisqu'on ne parle plus de jetons de présence, mais on parle désormais de rémunération. D'abord, en France, tout au moins, la responsabilité juridique des administrateurs est très rarement mise en cause. Je ne vais pas me prononcer sur la pertinence de cette réalité, mais c'est comme ça. En revanche, là aussi, les administrateurs parfois ne le mesurent pas pleinement. Si leur responsabilité juridique est très rarement mise en cause, ils engagent une autre forme de responsabilité qui est celle de leur réputation. La réputation de l'entreprise, naturellement. Un conseil d'administration qui est faible, quelque part, cette fragilité, cette faiblesse, cette non-robustesse va nuire à l'entreprise, car on se dit que si le board n'est pas en mesure de jouer pleinement son rôle, quelque part, l'entreprise n'est pas bien pilotée, c'est une réalité évidente. Et puis, c'est aussi la réputation de l'administrateur lui-même. C'est-à-dire que, vous savez, la place de Paris, c'est un petit écosystème. Donc, l'aptitude qu'a l'administrateur de prendre son rôle très au sérieux, de s'impliquer, d'avoir du courage à certains moments, ça finit par se savoir, tôt ou tard. Et donc, moi, je suis très convaincue que s'il n'y a pas de responsabilité juridique immédiate, il y a la sanction de la réputation. Et il ne faut pas oublier que finalement, le premier actif de l'administrateur, c'est sa réputation. Et on la construit au fil du temps, très péniblement, et on peut la déconstruire en très peu de temps. Au cours des 5 dernières années, l'Europe a considérablement renforcé sa réglementation avec par exemple la CSRD ou le devoir de vigilance qui ont contribué à replacer l'entreprise au cœur de la société civile. Selon vous, ce nouvel enjeu est-il aujourd'hui assimilé par les conseils et les équipes dirigeantes, étant précisé qu'une vague de dérégulation est en train d'apparaître, notamment avec les directives Omnibus du printemps 2025 ? Alors cette question évidemment de la durabilité est fondamentale. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants ? Mais vous m'excuserez de la réduire, mais pas pour la sous-estimer, pour la mettre peut-être à sa juste place. Pourquoi ? Parce que si elle est essentielle et qu'il faut effectivement la traiter, il ne faut pas perdre de vue que les conseils d'administration ont de très nombreux sujets essentiels dont ils doivent se saisir. Donc la question de la prise en compte des enjeux de durabilité est, me semble-t-il, à mettre à côté de celle tout aussi essentielle des enjeux géopolitiques, des enjeux souverains, des enjeux de risques cyber qui, on le rappellera, peuvent laminer une entreprise en quelques heures. Donc derrière cette question que vous me posez d'omnibus, de la CSRD, etc., se loge pour moi une question plus fondamentale qui est celle de la capacité du conseil d'administration à exercer une vigilance permanente sur de très nombreux risques qui vont entrer en collision avec l'entreprise. Et là où les choses deviennent extrêmement compliquées, rappelez-vous, j'ai énoncé les notions de complexité, d'incertitude et d'imprévisibilité, c'est que tous ces risques non seulement percutent l'entreprise, mais entrent en collision les uns avec les autres. Ce qui rend finalement la bonne décision très complexe. C'est pour ça que je fais souvent appel à la notion de discernement qui me paraît tout à fait essentielle. La difficulté du conseil, c'est de faire preuve de discernement et d'avoir cette faculté en permanence d'agilité et de tenir compte de toutes ces contraintes, de toutes ces, dimensions de durabilité, dimension de souveraineté, dimension de risque cyber, dimension de protectionnisme, dimension d'hyper-régulation, et d'être en mesure de discerner où se trouve finalement à un moment T la décision la meilleure dans le meilleur intérêt de l'entreprise. C'est là le rôle du conseil d'administration et on voit combien la feuille de route est complexe. Caroline Rouelan, vous êtes très compétente sur les sujets liés à l'activisme actionnarial. Que percevez-vous aujourd'hui, notamment à la lumière des dernières réglementations dont nous venons de parler? Pensez-vous que les groupes et leur gouvernance sont suffisamment matures dans ce domaine? En évoquant l'activisme actionnarial un peu plus tôt dans notre entretien, j'ai insisté sur le fait que il n'y a pas d'exception activiste, me semble-t-il, et que c'est un modus operandi qui s'institutionnalise en réalité au fil du temps. Et quand je dis cela, je ne défends pas les activistes. Je dis simplement c'est une réalité. C'est un constat. C'est un constat, et ce constat, il a vocation à heurter de plein fouet les conseils d'administration puisqu'ils sont très souvent pris à partie par les activistes. Donc, est-ce que les entreprises sont matures ? Je trouve que les entreprises ont gagné en maturité. Je considère le rôle du président, de la présidente du conseil d'administration absolument fondamental dans un écosystème où, il ne faut pas l'oublier, on continue en France d'avoir une sorte de sympathie pour le PDG et donc de sous-considérer l'importance du rôle du président du conseil comme si c'était un demi-rôle. Ce n'est pas un demi-rôle, c'est un rôle tout à fait majeur
Notamment, c'est lui qui a la responsabilité de faire fonctionner le conseil d'administration. Donc, en d'autres termes, si le président ne prend pas ce rôle très à cœur, le conseil ne pourra pas fonctionner à plein et produire le meilleur. C'est lui qui doit articuler la relation très subtile avec la direction générale. Et de ce point de vue-là, la fonction dissociée est un défi. Pourquoi ? Parce qu'elle suppose que et le président et le directeur général aient une conception et une compréhension très fine de leurs rôles respectifs, de leurs domaines réservés, d'une part, que les uns n'empiètent pas sur les autres, et que par ailleurs, ils aient une très grande confiance, une très grande connivence, notamment pour traiter la question d'asymétrie d'information que j'ai pu évoquer précédemment, c'est-à-dire que c'est le président qui va chercher l'information. Et d'ailleurs, c'est bien ce que dit la loi NRE fait peser, depuis la loi NRE, c'est le président du conseil d'administration qui a la responsabilité de s'assurer que les administrateurs ont toute l'information nécessaire pour pouvoir exercer leur mission pleinement. Donc, une relation qui est tout à fait fondamentale et qui permet en fait de décrire une gouvernance qui s'adapte, qui s'ajuste, là encore, avec une seule boussole, qui est celle de l'intérêt de l'entreprise. Dernière question, Caroline Ruelland, si vous deviez adresser un message clé au conseil et à leurs membres, quel serait-il ? Peut-être plusieurs messages, si vous m'y autorisez. Je vous en prie. Le premier message peut-être et le plus important, c'est que d'accepter un mandat d'administrateur, c'est un engagement. C'est une responsabilité, mais pas nécessairement et exclusivement juridique, c'est une responsabilité morale. C'est un exercice de conscience professionnelle qui va bien au-delà de la reconnaissance que peut procurer un tel mandat. Le second message est celui de du périmètre de la contribution de l'administrateur. J'ai pu le dire et je le redis, trop souvent, l'administrateur peut considérer que finalement son rôle consiste à être vigilant, à être présent et à exercer au mieux ses compétences pendant le conseil d'administration. Je pense que son rôle va bien au-delà et je suis très attachée à cette notion d'ange gardien. Enfin, et je serai un peu provocatrice délibérément, peut-être que le bon administrateur, c'est celui qui se comporte comme un activiste. Je m'explique et je précise, avec une différence majeure par laquelle je terminerai. Pourquoi le bon administrateur, c'est celui qui se comporte comme un activiste ? C'est celui qui va être en permanence en vigilance sur tous les sujets, qui va essayer d'identifier au plus tôt, en amont, les vulnérabilités que le marché finira par identifier. C'est celui qui va suivre les entreprises concurrentes. C'est celui qui va aller chercher l'information ailleurs. C'est celui qui va être curieux dans l'intérêt de l'entreprise, avec toujours cette obsession, cette boussole de l'intérêt de l'entreprise. Mais ma comparaison a une très très grande limite, je dirais, c'est que l'administrateur se comportera toujours de façon bienveillante vis-à-vis de l'entreprise, alors que l'on sait bien qu'il arrive malheureusement que les activistes ne soient pas dans une posture de bienveillance, et c'est là que, je dirais, s'arrête la comparaison. Caroline Ruelland, cet entretien se termine. Un grand merci pour vos éclairages. Un grand merci à vous, Pierre-Yves, à Radio KPMG, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient très à cœur et qui est tout à fait essentiel aujourd'hui pour nos entreprises. Nous retiendrons de cet entretien que la gouvernance doit encore et toujours se réinventer dans un environnement de plus en plus complexe entre les nombreuses régulations, l'activisme actionnarial et les incertitudes multiples et persistantes auxquelles elles sont confrontées. À cet égard, les conseils d'administration ont un rôle clé à jouer, préparer l'entreprise à l'imprévisible, challenger les dirigeants sans freiner l'innovation et incarner une vision responsable et durable. Pour nos auditrices et auditeurs, un message fort se dégage. La gouvernance n'est pas une pure formalité, mais un levier stratégique indispensable pour renforcer la résilience des entreprises. Cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous suivre dès maintenant sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et KPMG Avocat. Écoutez ou réécoutez aussi sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Je vous retrouverai le 15 octobre prochain pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance dédiée à l'essentiel de l'actualité de la gouvernance d'entreprise. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité.